Bonjour à tous, bonjour Sophie Binet. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Et effectivement, comment vous réagissez à cette arrivée de Rodolphe Saadé dans le bureau ovale pour des crédits qui vont profiter certes à l'économie américaine, mais qui sont détenus par un patron français? Ça serait bien qu'ils mettent cet argent en France, puisqu'on sait que la CMA-CGM, depuis plusieurs années, fait des profits records de milliards d'euros chaque année, et que dans le même temps, la CMA-CGM bénéficie d'un régime fiscal hyper favorable et ne paye quasiment pas d'impôts. Donc je pense qu'il faut prendre l'argent là où il est, et que l'État français ferait bien de taxer les armateurs qui bénéficient de niches fiscales scandaleuses. Les 27 pays européens, on le disait dans le journal de 7h30, se sont mis d'accord hier à Bruxelles pour, je cite, réarmer l'Europe avec une enveloppe de 800 milliards d'euros sur les prochaines années consacrée à la défense. En France, on parle d'une économie de guerre. Ça a été renforcé par l'intervention d'Emmanuel Macron avant-hier. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous êtes favorable à une économie de guerre en France? D'abord, moi, je veux dire toute la solidarité de la CGT vis-à-vis des Ukrainiens et des Ukrainiennes. Les organisations syndicales françaises ont organisé beaucoup de convois de solidarité et nous pensons vraiment à elles et à eux dans ce moment très difficile. Ensuite, je pense que face aux graves menaces auxquelles nous sommes confrontés, il faut garder la tête froide et que ces surenchères guerrières, elles sont... Les surenchères guerrières, vous dites. Pourquoi? Oui, elles sont là, la façon dont c'est annoncé. En fait, le problème, c'est qu'il faut arrêter la psychose qu'on souhaite installer dans la tête des salariés pour installer l'idée qu'il faut rogner sur nos droits sociaux pour financer les dépenses militaires. Mais mettre plus de crédit dans la défense, au départ, vous y êtes quand même favorable aujourd'hui? La question, c'est pourquoi faire, en fait. Ce qu'il faut, c'est avoir une stratégie solide et sérieuse face à l'international d'extrême droite qui, aujourd'hui, menace nos démocraties. Le premier enjeu, c'est se construire une vraie stratégie commune au plan européen et prendre acte du fait que l'OTAN est mort. Avoir une vraie stratégie commune au plan européen, ça commence par défendre notre industrie européenne. C'est pas possible, comme le propose la Commission européenne aujourd'hui, d'augmenter les crédits militaires pour aller financer l'industrie américaine. Donald Trump se frotte les mains. C'est pas tout à fait cela. Si aujourd'hui, pardon, je ne vous contredis pas, mais je veux dire, est-ce que vous ne pensez pas que les industries d'armement français, notamment, seront davantage mises à contribution par le plan européen qui a été décidé hier? Là, oui, ce que j'observe, c'est que la bourse se régale de ces annonces et que leur valeur en bourse explose. C'est pas le cas des salaires des salariés. Hier, les salariés de Thales étaient en grève pour exiger des augmentations de salaire et pour dénoncer les suppressions d'emplois qu'il y a à Thales aujourd'hui, alors que les marchés sont florissants. Donc, il y a un problème. Mais donc, l'enjeu pour avoir une stratégie solide et sérieuse face à cette internationale d'extrême droite, c'est d'avoir une Europe qui se donne les moyens de jouer son rôle dans le monde, de s'émanciper des États-Unis et donc d'avoir une stratégie basée sur le multilatéralisme, le droit international au service de la paix. C'est ça qu'il faut porter aujourd'hui. Vous parliez des salariés de Thales. Vous-même, vous êtes rendu hier dans une usine dans la région de Grenoble, Vancorex, qui fournit des matériels pour le nucléaire civil et militaire. C'est une usine qui est menacée de liquidation judiciaire. Je crois que le tribunal de commerce a décidé un sursis en quelque sorte de 6 mois. Est-ce que c'est un premier pas pour vous? Cette usine qui est donc menacée effectivement de fermer. C'est ça. La situation de Vancorex, elle est scandaleuse. Ça fait 6 mois qu'on alerte le gouvernement sur la gravité de la situation. C'est 450 salariés, mais en fait 5000 emplois directs qui sont supprimés si ça ferme. C'est un coût de dépollution de plus de 1 milliard d'euros si ça ferme. Et surtout, c'est une entreprise stratégique qui alimente le nucléaire civil et le nucléaire militaire notamment. Si ça ferme, on dépendra des Allemands ou des Chinois. Et donc, nous demandons une nationalisation temporaire de l'entreprise. Et comme à ce stade, l'État ne souhaite pas prendre ses responsabilités. Les salariés les ont prises et nous avons hier présenté au tribunal de commerce un projet de reprise de l'entreprise sous forme de société coopérative. Vous attendez quoi? Que l'État en quelque sorte, vous soutienne là-dessus? Oui, en fait, hier, nous avons offert une session de rattrapage à l'État. Il a raté son examen de premier cycle puisqu'il a refusé de nationaliser. Maintenant, il faut qu'il nous aide à faire fonctionner cette société coopérative pour que la reprise puisse voir le jour et que nous puissions sauver Vancorex et donc garantir notre souveraineté. Il faut être un minimum sérieux. On ne peut pas nous parler matin, midi et soir d'économie de guerre et laisser mourir notre industrie.
pas de hausse d'impôts pour cette économie de guerre. Voilà ce qu'a dit Emmanuel Macron il y a quelques jours, renforcé par François Bayrou. Alors, il y en a qui proposent d'autres solutions. Patrick Martin, par exemple, le président du MEDEF, que vous connaissez bien, puisque vous négociez en ce moment, on va en parler dans un instant, l'avenir de la réforme des retraites, cite l'exemple du Danemark, où, je le cite, on a reporté l'âge de départ de la retraite à 70 ans pour que l'économie finance l'effort de guerre. Alors, il dit, pas question d'aller à 70 ans en France, bien entendu, mais... En revanche, vous préconisez le chemin inverse, qu'on revienne à 60 ans. Est-ce que c'est, entre guillemets, raisonnable alors qu'il faut que l'économie se prépare à un éventuel conflit ? Bien sûr que c'est raisonnable parce que, en fait, il faut être clair sur la menace. Aujourd'hui, le danger, c'est cette internationale d'extrême droite qui existe au niveau international, mais qui existe au niveau français et européen. Pour empêcher l'extrême droite de prendre le pouvoir dans nos pays, il faut de la justice sociale. Si ce qu'on dit aux salariés, c'est qu'il faut rogner sur nos droits sociaux et sur nos libertés, nos droits au travail, il n'y a rien de tel pour faire le terreau de l'extrême droite. Et moi, ce que j'aimerais entendre dans la bouche du patronat, c'est qu'il arrête de faire en permanence les poches des salariés et qu'il nous parle de son argent à lui. Hier ont été annoncés les résultats en matière de dividendes au plan mondial. Au plan mondial, les entreprises n'ont jamais distribué autant de dividendes à leurs actionnaires. La France est championne d'Europe de la distribution des dividendes. On n'en a jamais distribué autant. Et le patron du MEDEF nous explique qu'il faut encore rogner les droits des salariés alors que nos salaires ont baissé face à l'inflation. Il faut arrêter de se moquer du monde. Mais précisément, là on parle des salaires, mais il y a cette question urgente et imminente des retraites, puisque vous, je le répète, vous êtes en train de négocier avec le patronat. Pour l'instant, ça ne se passe pas bien, puisque le MEDEF dit pas question de revenir à 62 ans, puisque la réforme actuelle prévoit 64 ans. Et l'État lui-même dit il manque de l'argent dans les caisses, il manque même 6 milliards d'euros pour arriver à l'équilibre en 2030. Donc qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui ? Il y a une sorte de blocage. Oui, écoutez, un blocage. Moi, je suis venue vous apporter une très bonne nouvelle aujourd'hui. La CGT a trouvé de l'argent. On a même trouvé 6 milliards d'euros. Ah oui, un gros chèque. Oui. Et un peu gros. C'est quoi ce 6 milliards d'euros ? Expliquez-nous, effectivement, le chèque est très gros, on ne vous voit même plus. C'est ça. 6 milliards ça symbolise d'euros, quoi ? En fait, c'est ce que rapporterait l'égalité salariale pour nos retraites, en fait. Parce que si on augmente les salaires des femmes de quasiment 25%, nous sommes payés 25% de moins, ça permettrait d'avoir plus de cotisations sociales pour financer nos droits sociaux, chômage, retraite, assurance maladie. Et donc, c'est à minima 6 milliards d'euros qui seraient générés par l'égalité salariale. Changer l'âge de départ, pour vous, ça n'équivaut à rien. Il suffirait d'augmenter le salaire des femmes pour obtenir l'argent qui manque dans la caisse des retraites. C'est ce que vous expliquez ? C'est un levier de financement, oui, bien sûr. C'est l'égalité salariale, c'est non seulement une mesure de justice sociale indispensable, mais c'est un levier pour financer nos droits sociaux. Et donc, c'est indispensable d'augmenter les salaires des femmes. Ça permettrait de financer l'abrogation de la réforme des retraites et de revenir à 62 ans. L'abrogation que vous demandez sous peine de lancer d'autres mouvements, éventuellement des grèves prochainement, si vous n'obtenez pas cette abrogation ? Ah oui, ce qui est sûr, c'est qu'on a bien vu que le patronat et le gouvernement n'en voulaient pas. Donc, ce qu'il faut, c'est que les salariés se mobilisent pour se faire entendre. Et donc, il y a des manifestations le 8 mars, je vais en reparler tout à l'heure. Le 20 mars, les retraités seront dans la rue pour dénoncer leur situation. Et donc, le 8 mars, demain... Le 8 mars, c'est demain, c'est la journée des droits des femmes. Vous allez faire de l'égalité salariale le mot d'ordre principal de ces manifestations ? Oui, en fait, demain, il y a deux mots d'ordre. Il y a d'abord notre grande inquiétude face à l'extrême droite qui est en train d'arriver au pouvoir dans de plus en plus de pays, qui remet en cause les droits des femmes. La première chose qu'elle fait quand elle arrive, c'est s'attaquer aux droits des femmes. Et puis, le deuxième mot d'ordre, c'est l'égalité salariale et professionnelle. Ça n'est pas possible qu'en France, les femmes soient toujours payées 25% de moins. 22% en 2023. Même si la différence, et c'est pas satisfaisant, a baissé d'un tiers depuis les années 90 notamment. Oui, c'est ça, ça avance à ce rythme-là. Dans 150 ans, il y aura encore des écarts de salaire. Et ce que nous dirons aussi demain, c'est que cette réforme des retraites, elle a d'abord été défavorable aux femmes. Les femmes sont encore plus pénalisées par le report de l'âge en départ de retraite. Et donc demain, nous serons aussi mobilisés pour dire qu'il faut abroger les 64 ans. Eh bien, on vous verra donc demain avec les manifestations pour les droits des femmes. Merci beaucoup, Sophie Binet, secrétaire générale de la CGT. C'est la titre de Télématin. Merci beaucoup. Merci à Frédéric Chevalier.